Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. En 1994, les généraux, aux prises avec une guerre civile impitoyable, cherchent un civil pour présider aux destinées du pays. Prudent, Bouteflika refuse. Il ne veut pas être désigné par le Conseil de transition. Si les militaires me veulent qu'ils me nomment, confie-t-il alors. 5 ans plus tard, le président en place, Yamin Zarouel, est acculé à la démission par les services de sécurité. À nouveau, on lui cherche un successeur civil. Connu à l'extérieur, cette fois, il accepte le poste après une élection où, finalement, il est le seul candidat, les autres s'étant retirés pour dénoncer la fraude. Il se débarrasse finalement de son mentor, le général Arbi Belkhir, en l'expédiant au Maroc comme ambassadeur. Le candidat Abdelaziz Bouteflika, en 1999, avait promis à Béchar de redonner son lustre d'antan au dinar algérien, qui était selon lui indigne d'un grand pays comme l'Algérie. J'ouvre la parenthèse, je suis triste de dire que je ne suis pas fier d'être algérien alors que je sais que 1000 dinars algériens valent 30 dirhams marocains. S'enflammait-il la mine dépitée devant une population qui avait l'air d'être plutôt circonspecte de se faire insulter de la sorte. Lorsque l'Algérie était un pays, un dinar algérien valait 1,25 francs français et 1,5 dirhams marocains. Ceci est sans aucun doute un manquement de l'État algérien combiné à une politique en échec, déclarait-il, puis de rejeter la responsabilité sur la population qui, selon lui, était responsable autant que l'État de la situation. Vous êtes tous responsables de la situation. Tous, vous en tirez profit de tous les fléaux, corruption, contrebande, drogue, mafia, accusé Bouteflika à l'époque. Mais 20 ans plus tard, et sous son règne, qu'en-est-il de la situation du dinar algérien, de la contrebande, de la drogue et de la mafia? Maintenant qu'il a rejoint le bon Dieu, Rabbi Rahmou, qui pourrait-il nous refaire le même discours, nous expliquer le pourquoi d'une situation financière catastrophique du pays? Le second mandat commence mal. Ali Benflis, le Premier ministre et secrétaire général du FLN, qui s'est porté candidat contre lui, est écarté. Le chef de l'armée, mis à la retraite, est remplacé par le commandant de l'armée de terre, le général Gaïd Saleh, dans la clandestinité, qui vient de le pousser à la démission. Mais les prix des hydrocarbures à l'international entament une extraordinaire ascension. Et l'Algérie est inondée de dollars, au-delà de ses rêves les plus fous. La dette extérieure, fort coûteuse, est remboursée jusqu'au dernier dollar. Mais une contrainte saute et l'habitude se prend de dépenser à tout va à partir des années 2005-2006. Le pouvoir achète la paix sociale par des subventions aux produits de première nécessité, au carburant et à l'énergie. Surtout, lance une ambitieuse politique du logement qui revient à faire financer la construction de centaines de milliers d'habitations données purement et simplement. Cette politique généreuse explique sans doute que le printemps arabe en 2011 épargne l'Algérie. Au même moment, le président tombe malade, transféré à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris et opéré de l'estomac. Il semble devoir quitter rapidement le pouvoir, d'autant que la Constitution de 1996 limite à 2 mandats de 5 ans le président en place. Qu'à cela ne tienne, la restriction saute à l'issue d'un vote à main levée, des députés expédiés en quelques minutes sous la surveillance des services de sécurité. Son 3e mandat 2009-2014 est marqué par une aisance financière sans précédent. L'argent coule à flot et les amis du président en profitent plus que les autres.
Les marchés publics sont gigantesques. Dans l'autoroute Est-Ouest, sans doute la plus chère du monde au kilomètre. À partir de l'été 2017, le problème du 5e mandat est posé. Peut-on présenter au suffrage universel, même truqué, un candidat aussi gravement diminué? On lui cherche en vain un successeur. Les clans ne parviennent pas à s'accorder, sinon sur la solution de la continuité. Une terrible erreur. Le 10 février 2019, l'opinion apprend la candidature de Bouteflika et se sont humiliés qu'on lui impose une personnalité incapable de tenir le poste. En quelques jours, la rue se mobilise contre le 5e mandat et ne trouve comme réponse qu'un silence méprisant. Poussé à la porte par un clan de l'armée, à leur tête le feu Gaïd Saleh, l'ancien chef d'état-major qui qualifiait le Hirak de Cherdima et de Mugharrar Bihim dans sa première semaine février 2019. Le fait est que le règne d'Abdelaziz Bouteflika a été marqué par l'affairisme, les scandales financiers et la corruption. Les procès des responsables politiques, des hommes d'affaires et des cadres ont révélé l'ampleur de l'impunité dont les proches du clan présidentiel ont bénéficié, ainsi que les sommes astronomiques de l'argent public détourné. Abdelmajid Tebboune a décidé samedi 18 septembre la mise en berne du drapeau national à travers le territoire national pendant 3 jours. À compter d'hier, à l'annonce du décès de l'ancien président, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué de la présidence de la République. Le système Bouteflika a ruiné le pays. Des milliers de Haraga ont péri dans la Méditerranée. Un système sanitaire en faillite. Aucune université algérienne n'a été classée parmi les 500 meilleures au monde. Une économie hyper dépendante des hydrocarbures, malgré les 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés. Le bilan de Bouteflika est atrocement désastreux et catastrophique, car il a conduit notre pays à la ruine, à la faillite et au désastre économique et social. La question qui se pose, si le système Bouteflika a ruiné l'Algérie, est-ce que le système qui a ramené Bouteflika en 1999, qui l'a protégé pendant ses 20 ans de règne, puis il l'a poussé à la porte en 2019, grâce au soulèvement populaire, a changé ou a sauvé l'Algérie? شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات لفدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرة لي
12 القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا وما بقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طولنا ما بقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور. L'Algérie après Bouteflika. Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Khelef Saïdi, analyste politique et activiste du Hira, qui sera avec nous depuis Paris via Skype. Khelef Saïdi, bonsoir. Merci de vous avoir dans cette émission. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Marhaba bik. Exactement, Nassar. Merci pour cette invitation. Et ça fait un bon moment que je n'ai pas intervenu sur Al-Maghribiya pour des tas de raisons. Et donc, je te remercie pour cette invitation. Et je salue le peuple algérien qui résiste et qui résiste encore. Et toutes mes salutations au staff technique d'Al-Maghribiya et à tous les invités. Merci, Monsieur Khelef Saïdi. On est très content que vous êtes avec nous dans cette émission. On aura le plaisir aussi d'avoir depuis Alger Montassar Abdouroun, journaliste et chercheur, qui sera avec nous. Monsieur Ali Laskri, ex-coordinateur du FFS, qui sera avec nous depuis Alger. Et Monsieur Abdou Semmar, journaliste et directeur d'Algérie Part, qui sera avec nous depuis Paris. On me dit que M. Ali Laskri est avec nous. C'est Ali, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Azoul Adali. Azoul, Sgoul, Azoul Amqoran, Nassar, Azoul, qui vont intervenir, qui sont sur le plateau, là, tous qui sont en train de nous suivre, Azoul, tous les Algériens qui résistent aujourd'hui, bien sûr, à la situation que nous vivons dans notre pays. Et je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup, C'est Ali. On vous remercie beaucoup pour avoir accepté l'invitation. C'est Ali Laskri, je vais commencer cette émission avec vous. J'aimerais avoir votre sentiment, votre réaction par rapport donc au décès de Abdelaziz Bouteflika. Quel est votre sentiment par rapport à ça? On essaie de voir ces images, cette vidéo, Monsieur Ali Laskri, et je vais revenir à vous très rapidement. On regarde ces images, donc c'est Janaza Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui.
Donc ça, c'était les obsèques de Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui. Il faut juste noter la présence de Abdelmajid Tebboune, président de la République, et Chingriha, le chef d'état-major donc de l'Algérie. On va revenir à Ali Laskri. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Ali Laskri, j'aimerais avoir donc votre réaction par rapport à ça. Quel est votre sentiment, quelle est votre réaction après la mort de Abdelaziz Bouteflika? Écoutez, j'aurais bien voulu aujourd'hui, je suis très sincère, parce que c'est la journée du 19 septembre. La journée du 19 septembre, c'est quand même une journée énorme pour nous, qui devait être la journée de la République. Donc 63 ans depuis la création du GPRA en 1958. Il y a eu un gouvernement quand même civil en pleine guerre. Cette journée est pour nous la journée de la République et c'est énorme. Malheureusement, ils n'ont pas accepté qu'il y ait un état de droit civil, démocratique et social, donc une république en Algérie, pour que les Algériens vivent libres dans leur pays. Et elle est encore cette journée qui a été demandée par Hussein Ahmed et par Mahri aussi, qui est quand même membre du GPRA et qui est aussi un historique. Le régime jusqu'à aujourd'hui rejette cette journée. J'aurais bien voulu voir cette journée aujourd'hui et porter en Algérie et dans tous les médias publics et privés aussi mettre en valeur cette journée et mettre en valeur notre révolution et bien sûr pour être fidèles à leur combat. Malheureusement, le GPRA a été destitué en 62. Il y a eu les coups de force qu'il y a eu, l'Assemblée constituante destituée. Et aujourd'hui, bien sûr, on va répondre à la question. La disparition de Bouteflika. Et était aussi derrière ce coup de force en 62. Et nous vivons un système de dictature autoritaire, totalitaire jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, moi j'ai géré l'enterrement de Hussein Ahmed, qui était des funérailles nationales et populaires et au-delà universelles dans le monde. Et aujourd'hui, Hussein disait, pour ceux qui ont été dans le mensonge depuis 62, pour ceux dont il disait qu'ils étaient des faux moudjahidines, des faux maquisards, ceux à qui il répondait tout le temps par un langage vrai, et il disait qu'ils ne vont pas réussir, qu'ils sont en train de mener l'Algérie vers la faillite par des mensonges, tout le temps par des mensonges. Parce qu'aujourd'hui, on va discuter et parler de quelqu'un qui a disparu, peut-être qu'il sera aux oubliettes de l'histoire, comme a dit aussi, à la poubelle de l'histoire. Parce que ils l'ont intronisé en 99, c'est vrai. Ça n'a pas réussi en 94, mais tous en sachant qu'ils ont des dossiers sur lui. Et en 83, c'est le même système qui l'a condamné par la Cour des comptes pour détournement et corruption. Pour ça que j'ai dit, ils vont aller à la poubelle de l'histoire. Donc, quoi dire aujourd'hui? Comment peut-on évaluer, Ali, comment peut-on évaluer son règne sur l'Algérie? On parle d'un président qui est resté quand même 20 ans à la tête de ce pays. Comment on peut évaluer son règne et quel héritage a laissé Bouteflika? Écoutez, ils voulaient l'introniser en 94, il y a ceux qui l'ont rejeté. Il y a ceux qui l'ont rejeté. Il n'y a pas eu consensus. En 99, ils ont fait un consensus. Même s'il y a ceux qui ont résisté pour qu'il n'y soit pas. Et aussi le grand mensonge, c'était les garanties faites pour les candidats. Il a été intronisé. Il est cité en qualité de candidat unique.
humilié. Il a été humilié par des hommes politiques importants. Non, Hussein Ahmed, qui était candidat, et 6 autres candidats. Ils sont retirés parce qu'ils savaient que, quelle que soit la situation, ils vont le plébisciter. Il a été programmé par l'alternance clanique. Parce que le régime, les décideurs, ils sont responsables de l'intronisation de Bouteflika. C'est-à-dire, ils ont mis en place un régime despotique et un mandat à vie. Parce qu'il y a une vente concomitante pour absoudre les crimes dans l'impunité. Et c'était la réconciliation de 2005. Quoi dire encore par rapport à son autorisation en 1999? Il a été imposé. Le mandat de 20 ans, il est connu. Avec une mobilité financière importante. Où l'Algérie, s'il y avait la bonne gouvernance, aurait basculé totalement, c'est-à-dire d'être un État fort, qui avait les libertés et la démocratie, et aussi, c'est-à-dire devenir un État émergent, un pays émergent. Ça a été tout à fait le contraire. Tout à fait, je dis bien, tout à fait le contraire. Parce que le règne, s'il vous plaît, le règne de Bouteflika, nous avons connu les seigneurs de la guerre, les affairistes, les chefs de confréries religieuses qui faisaient les campagnes pour mobiliser pour le plébiscite, les barons. Et je vais continuer. C'était la base mobilisatrice et mobilisable du système. On les a connus. Mais il y a ceux qui vous diront, Ali Laskri, il y a ceux qui vous diront que Abdelaziz Bouteflika a eu le courage donc de faire ce qui n'a pas été fait auparavant, cette réconciliation nationale. Yani le Moussalah al-Wataniya, si on peut le dire de cette façon. Qu'est-ce que vous avez à répondre pour ceux qui avancent cet argument? La réconciliation nationale, il l'a faite le 29 septembre 2005 pour se venger du Front des forces socialistes. Le Front des forces socialistes a été fondé en 63, le 29 septembre 63. Ça a été une vengeance, une vente concomitante pour absoudre les crimes dans l'impunité. Aussi l'avait dit en 2005, on a boycotté totalement cette réconciliation parce que la réconciliation qui devait se faire, qu'il a demandé le 1er mai 92, avant qu'il y ait la violence. Il a demandé la paix civile, la rahma, à Boudia pour aller à une véritable réconciliation nationale le 7 juillet 92. Et est-ce qu'il y avait une vraie réconciliation nationale, Ali Laskri? Non, jamais il n'y a pas eu de réconciliation nationale. La vraie réconciliation nationale, c'était aux familles, aux victimes, et aussi, bien sûr, d'être tolérant et d'accepter pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Mais ça se fait aussi dans un cadre où il y a l'équité. Ça n'a jamais été fait. Ça s'est fait dans l'impunité totale. En donnant bien sûr de l'argent, en utilisant la paix civile avec de l'argent. Ça n'a pas été fait dans un cadre où il y a justice et vérité. Où il y a justice et vérité. Pour qu'il y ait tolérance, pour qu'il y ait une véritable paix civile par la suite. Ça n'a pas été dans ce sens-là. Ça a été fait pour l'achat d'un mandat à vie. On l'avait dit en 2005, lors de la campagne électorale, contre cette réconciliation nationale. Très bien, restez avec nous, Ali Laskri. Restez avec nous, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous, M. Ali Laskri. Je dois donner la parole à notre invité aussi, M. Khelef Saïdi, qui attend impatiemment. M. Khelef Saïdi, comment peut-on évaluer le règne de Bouteflika? Là, tu poses vraiment une grosse question sur le règne de Bouteflika. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Ali Laskri qui a cité
pas mal d'arguments, qui a bien expliqué la situation. Tout d'abord, moi je vais commencer à dire, c'est quand même un ex-président, يعني مخلوع من طرف الشعب, qui vient de partir, qui vient il va comparaître devant la justice de Dieu. Et là, je dirais, فإذا عمل مثقال ذرة خيرا يره وإذا عمل مثقال ذرة شرا يره. Donc, il passera devant la justice de Dieu où il n'y aura pas de passe-droit, où il n'y aura pas de justice humaine, c'est la justice de Dieu. Donc, mais que Dieu le pardonne ou pas, ça, c'est son affaire, et il passera devant la justice de Dieu. Mais par contre, moi, je ne lui pardonnerai jamais l'état social, économique, politique dont il a laissé mon pays que j'aime et que j'adore. Je ne peux pas le lui pardonner. Ça, c'est mon droit. Ça, c'est mon droit et c'est le droit de tout Algérien. Et je remarque aussi que le hasard a voulu qu'il disparaisse, qu'il parte un 19 septembre, comme l'a dit notre ami Ali Laskri, la journée de la République. Et donc, il est parti, je viens de remarquer, de constater qu'il est parti à huis clos. À huis clos. Il n'y a que le président, que son khalifa, M. Tebboune et Chengariha, et les généraux et des ministres qui ont assisté à cette janaza-là. Donc, il part dans une janaza à huis clos. Au contraire, à comparer de Sil Hussein, Allah yarhamou, rappelez-vous, le jour de cette janaza, il y avait des milliers de gens, de la population, de toute l'Algérie qui sont venus assister à son enterrement. Rappelez-vous aussi le décès de Abbassi Madani, ça a été pareil. Le décès de Abdelhamid Mahri, Allah yarhamou, ça a été pareil. Donc cet homme, il part pour passer devant entre les mains, entre la justice de Dieu et dans une janaza à huis clos. Pour moi, elle est à huis clos. Pourquoi ? Parce que 20 ans qu'il a ruiné le pays, parce que 20 ans qu'il a emmené notre pays sur tous les plans un désastre, à une catastrophe sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan politique. Quand on parle de le Qanoun, le Moussalaha al-Wataniya, je regrette infiniment, je l'avais dit à l'époque, et je l'avais qualifié de la Mouralata Wataniya. C'est une Mouralata. Et c'est quelqu'un, pendant 20 ans, quand il était en très bonne santé, c'est un très bon parleur, ça je le reconnais, un très bon parleur. Et il a utilisé aussi le populisme et Sarlotte. Il a trompé la population. Il a régné pendant 20 ans. Et la situation aujourd'hui, qu'on se pose aujourd'hui, regardez juste notre état de santé. L'état de santé des Algériens, l'état de santé des hôpitaux. Regardez l'état de l'école algérienne, comment il l'a laissé. Regardez nos hôpitaux, regardez notre agriculture, regardez nos plages, nos mers, et pourtant le salut de l'Algérie ne peut venir que de l'agriculture et du tourisme. Donc, pour moi, et pourtant, il a eu la chance d'avoir un pétrole qui était assez haut, une rentrée d'argent extraordinaire, mais malheureusement, comme d'habitude, c'était une gestion archaïque, une gestion non contrôlée, non étudiée. Il n'y a pas eu de projet et c'est une gestion. Le seul objectif, c'était d'utiliser l'argent du peuple, l'argent de la vente pétrolière, uniquement pour acheter la paix sociale
et il a trompé les Algériens avec Qanoun al-Mughalata. Parce que c'est un Qanoun Mughalata. Quand on dit Moussalaha, un arrangement, Moussalaha Wataniya, il faut qu'il y ait au moins deux parties. Il faut qu'il y ait au moins deux parties concernés. Les deux parties concernées, c'est qui? Ce sont ceux qui ont tué, ceux qui ont assassiné des Algériens. Et la deuxième partie, l'autre partie, ce sont ceux qui ont subi ces atrocités, ces massacres dans Bent el-Har et d'autres. Donc, il fallait, pour qu'il y ait réconciliation nationale, il faut qu'il y ait une vérité. Il faut que les gens se disent la vérité. Il faut qu'on nous dise la vérité. Qui a tué qui? Qui tue qui? La fameuse question de Sil Hussein Allah yarhamou, qui tue qui? Et en ce moment-là, on peut, quand on a la vérité, quand on connaît la vérité, on peut aller vers une réconciliation, une vraie réconciliation nationale. Donc, il a usurpé cette réconciliation nationale, il a trompé le Shab al-Jazairi, et voilà, aujourd'hui, il y a encore des mamans, il y a encore des épouses qui cherchent, qui veulent savoir, nous sommes en 2021, qui veulent toujours savoir ce qui est devenu le mari ou le fils ou le frère ou l'oncle ou quelqu'un de la famille. Donc, pour moi, cet homme-là a causé énormément de maux sociaux, politiques, économiques pour l'Algérie. Et la preuve, je te dis qu'il vient de partir à huis clos. S'il était vraiment aimé par le peuple, s'il était vraiment accepté par le peuple, on l'aurait vu aujourd'hui lors de son enterrement. Restez avec nous, Khalaf Saïdi. Je vais revenir à M. Ali Al-Askari. Souvent, donc, on parlait du système de Bouteflika, mais jamais du système qui a ramené Bouteflika. Bouteflika avait fait, bien sûr, des déclarations, surtout celle qui était à Stif, quand il avait déclaré que notre génération, Tabjnenha, qu'il fallait donc passer le bâton à la jeunesse. On écoute ce qu'il avait déclaré dans cette sortie à Stif, et je reviens à vous, Ali Al-Askari. وأكرر اليوم بأن جيلي طاب بجنانه. أتوجه من خلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عاش من عرف قدره. والله يا جماعة الخير لا رقصت بزاف في الراس والرجلين ما قدوها. شكرا على هذه الثقة وشكرا هذا الحماس. بودي أن أخاطب شباب الجزائر من خلال شباب سطيف المجيدة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر كما تتربص بغيرها من البلدان العربية والإسلامية. فالشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل الاستقلال، وضحى كذلك في حرب أهلية كانت تكاد تأخذ جذورها، لا بد أن يبرهن مرة أخرى على أنه على كل شيء قدير بعد الله تبارك وتعالى.
من الإله الآن وصاعدا. أرجو من الشباب أن يعملوا أكثر فأكثر من خلال الجمعيات والأحزاب، من خلال المنظمات الوطنية، أن يتشجعوا وينظموا أنفسهم لاستقبال ما يأتيهم من مسؤوليات في العهدات المقدمة. فجيلي طاب جنانه طاب جنانه طاب جنانه. Djili Tab Jnano, c'est ce qu'il déclarait donc en 2012 à Stif. Ali Al-Askari, malgré ces déclarations, Abdelaziz Bouteflika continuerait donc à briguer un 4e mandat, un 5e mandat. Est-ce que vous pensez que le système Bouteflika était vraiment ancré dans l'autre système dont on parlait pas Ali Al-Askari? Écoutez, Bouteflika en bonne santé, j'ai dit qu'il a acheté un mandat à vie. Mais une fois qu'il était malade, c'est vrai qu'il a dit à ce titre, c'était son dernier meeting par rapport à sa génération. Et je pense qu'il réfléchissait à se retirer. Mais ceux qui ont décidé de le mettre en place en 1999 aussi ont décidé de le maintenir, même s'il n'avait aucune capacité pour continuer, c'est-à-dire à être au pouvoir. C'est-à-dire l'intronisation de Boutef et les plébiscites de Boutef. La visée, elle est claire, c'est de légitimer un système. Et le système, on l'a connu, qui était responsable de tous les coups de force de 62. Et ce système est responsable de la faillite du pays. Il perpétue le pillage de nos richesses sous le regard bienveillant complice des puissances néocoloniales qui ont profité de ce pillage. À l'exemple de 2005, lorsqu'il a ramené un ministre qu'il a installé et qui a fait passer la loi sur les hydrocarbures, bon, bien sûr, et cette loi assez connue, Hossein Ahmed, donc j'étais premier secrétaire en 2005, on a fait une conférence de presse à Alger, dont le siège qui a été saccagé, celui d'Ali Boudjima le 13 avril, où il avait traité ça de trahison par rapport au bradage de nos richesses souveraines, c'est-à-dire pétrolières, gazières et minières. C'est vrai qu'il a reculé 6 mois après. Pour vous dire la vérité, c'était la fondation de la Wilaya historique, où il y avait le colonel Hassan qui était chef de la Wilaya historique. On a fait une conférence là-bas. Il y avait le message de Sil Hussein, Fatir Habarbi, j'ai lu moi-même, où il l'a traité de trahison. Sauf le Khabar a rapporté ça. Beaucoup de presse en Algérie ne jouait pas le jeu. Il faisait le contraire en disant que Hossein Ahmed, avec des mensonges, est venu en Algérie, à Boufarik, pour négocier, je sais quoi, qu'est-ce qu'il va négocier, c'est Hossein Ahmed. Et vous avez vu, M. Mouss, comment les Algériens ont répondu. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'ils étaient dans le mensonge. En 2013, je me rappelle en janvier, j'étais aussi premier secrétaire. Les avions français de guerre, ils ont survolé l'Algérie. Le 13 janvier 2013, pour aller au Sahel, lutter contre le terrorisme. C'était aussi la tête à notre souveraineté. Pourquoi je dis tout ça? Écoutez, on n'a jamais été libre, totalement. C'est pour ça qu'il y a eu la révolution du 22 février et qui demandait l'autodétermination totale et l'indépendance. C'est pour ça les Algériens, dans leur majorité, donc ils sont réconciliés dans la rue. Hommes, femmes, enfants, vieux, avec une madame. Ils ont fait une image incroyable dans le monde. Pour lutter contre ce despotisme et pour mettre fin à ce règne. Parce que Bouteflika, c'est un homme. Il y a un système. Il est parti. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas le 5e mandat. Qu'il y ait un changement radical en Algérie pour être dans la bonne gouvernance. Alors le constat, vous l'avez fait. Le camarade qui est intervenu tout de suite là, il l'a fait aussi. Vous voyez les incendies qu'il y a eu en Algérie. Il y a eu des victimes. On a eu beaucoup de pertes.
Des hôpitaux, il n'y a pas d'oxygène. Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Est-ce que vous pensez, c'est Ali Laskari, est-ce que vous pensez que quand il a voulu briguer le 5e mandat, est-ce que vous pensez que c'était le mandat de trop? On a vu bien sûr le début du Hirak, de cette révolution pacifique des Algériens pour faire barrage au 5e mandat. Avant de vous redonner la parole, on essaie de voir ces images, soundbite, tout. Je vais vous donner la parole, c'est Ali. Je vais vous donner la parole. On va regarder juste ces images. Donc, c'était quand le Hirak a commencé en 2019, février 2019, pour dire non au 5e mandat, mais aussi pour la rupture avec tout le système. On regarde ces images. Ali Laskari, on a vu ces images, donc le début du Hirak, c'était pour dire non au 5e mandat, la Nourid Bouteflika ou Saïd. C'était très clair, le message était très clair. Est-ce que vous pensez que c'était le mandat de trop, le mandat que les Algériens ont senti, que c'est une émulation? Écoutez, le mandat de trop pour nous, et on l'avait dit dans le temps, juste après 2013, lorsqu'on a fait le congrès, on a dit qu'il faut qu'il y ait la reconstruction du consensus national en Algérie. Et pour ça, il faut l'inscrire dans le cadre du contrat de novembre et de la Soumam, c'est-à-dire le primat du politique sur le militaire. Et on a fait une proposition de sortie de crise dans le temps, et aussi qui a été remise dans le temps même au service du gouvernement. Je me rappelle par premier secrétaire en 2014. Le mandat de trop, c'était le 4e mandat. Ce mandat ne devait pas avoir lieu. Parce que c'était déjà la faillite. Il était malade. Il devait y avoir un certificat pour le destituer en tant que malade, c'est-à-dire il devait se retirer. Il ne pouvait pas continuer. On a géré à sa place. Il n'existait pas. C'est pour ça que je vous dis, le problème c'est le système. Ils ont tout le temps été dans l'alternance clanique. On a considéré la transition démocratique et la constituante. On voulait qu'il y ait une conférence nationale de dialogue avec tous les Algériens dans le temps. On a rencontré tout le monde. Pas comme cette fois-ci, après le 22 février, on a dit khlas. On ne peut plus s'asseoir avec ces gens-là. C'était effectivement avec l'opposition et tous ceux qui voulaient, tout ce qui était dans la rue, qui se sont réconciliés, qui voulaient un changement. Mais en 2014, on voulait un consensus national où tout le monde sera présent, global et inclusif. C'est là qu'on parlait d'un dialogue inclusif. Il y avait la rencontre de Mazafran, c'est Ali. Il y a eu la rencontre de Mazafran, mais aussi, nous, on a fait une rencontre. Les gens oubliaient par rapport au consensus. On a eu l'accord
on a eu l'accord de ces gens-là. Tu sais qu'est-ce qu'il a demandé Saïd Dani lors d'une rencontre? Il a demandé qu'on rencontre Bouteflika. J'ai intervenu, j'ai dit non, il n'est pas question de le rencontrer, parce qu'on avait convoqué la conférence pour le 24 février, une date de la nationalisation des hydrocarbures et de nos richesses. Et je rappelle la date, le 24 février 2015, pour aller à une conférence nationale de dialogue. Elle a été acceptée. Même le FLN, dans le temps, a délégué ses représentants pour préparer la conférence. Il y avait deux, Bouktaye et Bouhadja, et après, juste après, la semaine d'après, est-ce qu'on n'a pas voulu le rencontrer? Oui. Saïd Dani, puisque vous ne voulez pas le rencontrer, vous faites une lettre. Très bien. Saisissez le président par une lettre. On n'a pas voulu. Non, il faut revenir, attention. Oui, on ne peut pas s'étaler sur tous les détails, Ali Laskri. Oui. J'aimerais juste avoir votre... Non, parce qu'aujourd'hui, on rencontre des gens au sein de la présidence sans qu'il y ait de la légitimité. On a dit la volonté politique. Attention, le FFS n'a jamais rencontré ceux qui ne sont pas légitimes. On a dit dans le temps, à Saïd Dani, nous voulons qu'il y ait la volonté politique. Qui fait une déclaration, on va à la conférence. On n'a pas besoin d'aller le rencontrer parce qu'ils sont tout le temps dans le mensonge. On n'a jamais eu confiance en ces gens-là. Parce que c'est déjà ceux qui décident étaient tout le temps dans l'alternance clanique. Donc depuis l'indépendance, c'est d'empêcher les Algériens d'exercer de manière effective leurs droits politiques. Et tout s'est fait par une succession de coups de force. Très bien. Par la brutalité, les intimidations, les manipulations, le climat de peuple et le chantage, qui demeurent des moyens exclusifs de régulation politique. On le voit aujourd'hui lorsqu'il y a eu la révolution. Très bien. C'est Ali. Très bien. C'est Ali. C'est Ali. Si on essaie d'avancer très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et je dois aussi donner la parole aux autres invités. C'est Ali. Après, donc, le 5e mandat n'a pas eu lieu. Abdelaziz Bouteflika a été poussé à la porte. Les gens qui l'ont poussé à la porte ont dit mettre fin au système Bouteflika. Ils l'ont même appelé la Issaba. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un changement après ça? Est-ce qu'on a mis fin au système Bouteflika? Et quelle Algérie après Bouteflika? Ali Laskri? Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez entendu mes questions. Je n'ai pas bien entendu. Très bien. Je vous ai dit, Abdelaziz Bouteflika a été poussé à la porte en 2019. Donc, on ne l'a pas laissé briguer ce 5e mandat. Les gens qui l'ont poussé à la porte ont dit qu'ils ont mis fin au système Bouteflika. Est-ce qu'ils ont mis fin au système Bouteflika ou on est toujours dans le même système? Quel est votre constat après le départ de Bouteflika? Au contraire, ils ont mis fin pratiquement à un clan. C'est global, parce qu'ils sont dans les règlements de compte jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais chuté. Le 7e mandat, ils l'ont continué. Ils l'ont continué dans le cadre du même système, dans le cadre de l'alternance clanique. Mais malheureusement aussi, les règlements de compte. Et les règlements de compte, ils sont rendus très dangereux pour le pays. C'est devenu une menace. Moi, je le dis à chaque fois. Et là, on leur demande d'arrêter. Et de revenir à la réalité, à la raison. Comme le dit le possible, à l'apaisement. Parce qu'il y a des débats dans notre pays. Et les débats aujourd'hui, on ne les voit pas. Et le seul espoir qui nous reste, c'est de défendre le politique. Alors que le politique, ils l'ont totalement neutralisé. C'est sorti de l'immobilisme, je l'ai dit d'ailleurs, et du vide politique. Très bien. Restez avec nous, Ali Laskri. Dépolitisation. Restez avec nous, Ali Laskri. Khalef Saïdi, si on revient un peu après donc, le départ d'Abdelaziz Bouteflika, quelle Algérie a laissé Abdelaziz Bouteflika, Khalef Saïdi? Bien sûr, sans oublier cette révolution populaire 2 ans après,
Quel bilan peut-on faire? Écoutez, je crois que à cette question, j'ai déjà anticipé, j'ai déjà répondu. J'ai dit que je rappelle certaines choses, c'est que le quatrième mandat en 2014, il n'aurait pas dû y être, mais le clan de Bouteflika était encore fort et ils ont su le maintenir et présenter sa candidature. Je rappelle que lui-même n'a pas fait campagne électorale, c'était à l'époque. Donc, le clan de Boutef, il était encore fort et il a profité, il a encore pratiqué une deuxième moralata, yani Ghalto Shab en 2014 avec un quatrième mandat. Et vous savez très bien que le régime algérien, il est composé de plusieurs clans. Et lorsqu'il y a une entente sur les rentes, sur les postes, sur tout, sur la gestion de l'Algérie entre ces clans-là, quand il y a une entente, donc ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'il y ait des mécontentements, des désaccords, et c'est là la guerre des clans se déclenche. Et je crois que pour le cinquième mandat, je crois qu'il y avait ce clan derrière qui ne voulait pas de ce cinquième mandat, plus la révolte du peuple algérien du 16 et du 22 février 2019, qui a duré 2 ans et on rentre dans la 3e année. Et donc, je crois qu'il y a un clan du pouvoir qui a profité de cette situation-là pour écarter le cadre, la présentation d'un cadre comme président de l'Algérie, parce que c'était honteux, c'était mfdouha, c'était mkchoufa, c'était pas possible, ce n'était pas possible. Et on a laissé le peuple algérien sortir. Je me rappelle, au début, il y avait des millions qui sortaient, tout ce qui s'ensuit. Mais je crois sincèrement, quand je regarde ce qui s'est passé par la suite, ce qui s'est passé, le peuple a rejeté, certes, le 5e mandat, le peuple a rejeté, rappelez-vous de la fameuse lettre qu'on a écrite au nom de Bouteflika, qui demandait 1 an, et pour finir avec une conférence nationale, et je rappelle la fameuse phrase qui a été dite, pardon, ils ont dit clairement dans cette fameuse lettre-là, الندوة الوطنية هي التي ستعين من سيخلفني في الحكم. C'est-à-dire comme si l'Algérie lui appartenait, comme si nous étions dans un royaume, qu'il fallait désigner un successeur. Et je crois bien que malgré que le peuple a rejeté cela, malgré que le peuple a rejeté le 5e mandat, a rejeté Temdid pour 1 an, malgré qu'il a rejeté l'élection du 4 juillet, il me semble, quelque chose comme ça, le 4 juillet, ça a été rejeté, mais je crois qu'ils ont réussi, les clans du pouvoir se sont mis d'accord, ils ont réussi à faire ce qu'on appelle un forcing pour l'élection présidentielle, et M. Tebboune, c'est le successeur. C'est le successeur de Bouteflika. D'ailleurs, il le disait lui-même. Il a même juré que le programme du président Abdelaziz Bouteflika s'appliquera, ne s'arrêtera pas, et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous sommes dans la continuité. Nous sommes dans la continuité du programme de Bouteflika avec Abdelmajid Tebboune. Ça veut dire c'est toujours un président de façade, c'est toujours le clan militaire, le régime militaire qui décide, qui oriente, qui décide, qui nomme, etc. Mais malheureusement, je crois qu'il va falloir qu'un jour qu'on discute, qu'on parle un peu de notre révolution aussi, que
Est-ce qu'on a tout fait pour réussir notre révolution politiquement parlant? Je dirais non. Moi, je dirais que non. Et il va falloir aussi qu'on parle un jour aussi, il va falloir qu'on parle quelles sont les erreurs, où est-ce qu'on a failli, qu'est-ce qu'on a pu faire, on ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'on a dû faire et on ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'on a fait qu'il ne fallait pas faire. Donc, pourquoi? Parce que pour une fois, c'est vraiment dommage. Pour moi, pour quelqu'un qui analyse, qui regarde et qui analyse, je crois que le pouvoir a tout fait. Ce régime-là, ces militaires-là ont tout fait pour pousser le peuple algérien à refuser toute proposition venant du système, à refuser. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que ce pouvoir-là, ce régime-là, ne cherche pas la légitimité populaire. Il n'a que faire, il n'a rien à faire de cette légitimité populaire, il ne la cherche pas. Il cherche juste comment c'est les partis qu'il soutient, comment comment je les appelais les zaba'in, la clientèle, comment sa clientèle accepte d'aller à ces propositions de sortie de crise. C'est ce qu'il cherchait, c'est ce qu'il voulait, et malheureusement, je suis vraiment désolé de le dire, il a réussi à pousser le peuple à rejeter tout, à ne pas aller aux élections présidentielles, au moins de 2019 aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce que je me pose la question. La question, elle est simple. Quand vous dites, Khalaf Saïdi, juste pour comprendre, je vais vous rendre la parole. Juste pour... je termine cette phrase, c'est très important. Quand on est devant un mouvement populaire aussi grand, la question qui se pose, c'est qui devait avoir peur d'aller aux élections? Est-ce que c'est le peuple ou bien c'est les généraux et le pouvoir? Je suis désolé de le dire, normalement c'est le... Très bien, mais de quelle élection vous êtes... Très bien, Khalaf Saïdi, de quelle élection vous êtes en train de parler? De quelle élection? Je parle de l'élection présidentielle. Donc vous pensez que ça a été une révolution? Très bien, vous pensez... Une révolution est pacifique et politique. Très bien, vous pensez... Laissez-moi vous poser la question, Khalaf Saïdi, et vous allez répondre. Vous pensez que l'élection présidentielle du 12-12, c'est ça? Que ça a été une erreur du Hirak de ne pas présenter un candidat, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oui, on aurait pu présenter un candidat de consensus national, un candidat qui va faire la transition. Mais Khalaf Saïdi, vous êtes... la transition, et c'est ce que j'avais proposé à l'époque. Très bien. Vous êtes un hirakiste, Khalaf Saïdi, que je sache. Est-ce que vous pensez que si on avait présenté un candidat du consensus, comme vous le dites, il aurait donc gagné les élections, quand on sait très bien que 99% des Algériens savent très bien qu'il n'y a pas d'élection transparente en Algérie. Depuis 1962, on a assisté à des élections qui étaient donc frauduleuses, et les seules élections transparentes, c'était celles de 91. Est-ce que vous pensez vraiment que les Algériens n'ont pas compris ça, qu'il est impossible de présenter un candidat quand on sait que le système contrôle tout? Eh bien, on va faire quoi alors? Si on doute de nos capacités à aller vers une élection, à s'organiser et à aller avec une feuille de route, avec un candidat de consensus national, et de surveiller ces élections-là, de tout faire pour les surveiller. Après, je ne peux pas garantir le résultat, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si nous étions organisés avec une feuille de route, avec un candidat qui fait consensus pour une période de transition, j'en suis certain que le peuple algérien aurait voté massivement pour ce candidat du peuple. Maintenant, je ne suis pas un imbécile, je ne suis pas aveugle. Je sais que le pouvoir algérien a toujours
l'habitude de traficoter les élections. Oui, ça je le sais. Il y avait ce risque à courir. Il y avait ce risque à courir. Mais c'est pas un risque, Cheikh Khelef Saïdi. Cheikh Khelef Saïdi, c'est pas un risque, c'est une certitude. En 2019, on avait les moyens باش نكشفوا حتى إذا وقع التزوير نكشفوه ونخرجوا ما نوليوش et on aurait pu avoir un soutien des forces étrangères quand on sait que quand on pouvait avoir les résultats réels nous-mêmes, on pouvait les avoir et enclencher une guerre politique contre le pouvoir. Voilà, nous avons présenté un candidat, il a gagné l'élection, le pouvoir a décidé autrement, Manhabsouch. C'était comme ça. Très bien. Sinon, maintenant, on va faire quoi? On va faire quoi, Yassine Nasser? On va faire quoi? C'est votre avis, Khelef Saïdi. On va attendre que ce pouvoir-là va nous dire « Ah, ça y est, je pars, je laisse la place comme certains croyaient. » On va attendre, ça fait 2 ans qu'on marche. Ça fait 2 ans qu'on marche. Nous rentrons dans la 3e année. Et ça n'existe pas. C'est votre avis, Khelef Saïdi. On va donner la parole à Ali Askeri. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Est-ce que le système Bouteflika est parti? Khelef Saïdi est en train de dire que Bouteflika est parti, mais le système est toujours là. Ali Askeri. Oui, le système est toujours là depuis 1962. Il n'a jamais changé. Ils sont dans la continuité. On avait dit dans la consolidation et la pérennisation du système, c'est clair. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun changement. Et la feuille de route du régime était très claire après que Bouteflika, il l'a obligé à partir par une démission. Et la feuille de route a été mise en route, c'est-à-dire pour aller à une élection présidentielle. Ils ont actionné l'article 102 de la Constitution. Dans le temps, ils ont mis un intérim. L'intérim qui était anticonstitutionnel parce que ça devait être 15 jours dans la Constitution, qui est resté jusqu'au 12-12, c'est-à-dire décembre. Ouais. Tout ce qu'ils ont fait était anticonstitutionnel et il n'y avait aucune volonté, aucune d'aller à une élection libre en Algérie. Et l'élection présidentielle a été ficelée dans le cadre clanique du régime. Est-ce que vous avez entendu, Ali Askeri, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Khelef Saïdi? Il a dit qu'il fallait au Hirak de s'entendre sur un candidat qui fait le consensus et qu'il fallait le présenter aux élections présidentielles du 12-12. Est-ce que... C'est une idée de certains bien avant le 22 février d'aller à ces présidentielles, même avec Bouteflika, et d'avoir un candidat. Et c'est ce qu'a repris dans le temps le général, bien sûr, Gaïd Palais, pour imposer sa feuille de route avec la rencontre du 6 juillet, qu'on a refusé, et on a tout fait pour justement être avec les amis du Hirak, pour imposer une conférence nationale aussi de dialogue indépendante du régime, pour aller à la transition démocratique, et pour mettre les mécanismes, justement, de la transition, pour qu'il y ait des élections libres en Algérie et d'aller un processus conscient souverain, pour qu'il y ait un changement radical et aussi pour qu'il y ait une élection libre qui soit durable en Algérie par la suite. Donc je rejette totalement cette question c'est-à-dire d'aller à des élections préparées par le régime. C'est faux. Ça a été fait en 1999. Hosseini Tahmed, un leader connu dans le monde, qui était un international socialiste pendant des années. Et dans Mme Bachelet, que vous connaissez aujourd'hui, qui était présidente du Chili, ou là je vais prendre d'autres, qui étaient ses élèves. Et en 1999, il a été trahi. Ils lui ont donné des garanties. Zeroua lui a donné des garanties pour qu'il y ait une élection libre. Mais il n'y avait pas cette véritable transition. C'est avec les mécanismes qu'il fallait pour aller à un véritable processus d'élection libre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Bouteflika tout seul. Ils se sont retirés parce qu'ils savaient que déjà c'était... Les jeux étaient faits, pour que Bouteflika soit président. C'est la même chose. Ça n'a rien changé. C'est le même système. C'est la continuité. Comment alors, qu'il n'y a aucune volonté politique de changement, comment aller avec eux à l'élection? C'est incroyable cette question. Ça, je pense qu'elle a été tranchée au niveau du Hirak parce qu'on s'est rencontrés dans le temps, on a fait des conférences, des conventions, et
des résolutions pour aller au changement avec les Algériens réconciliés. Malheureusement, ils ne veulent pas. Ils ont utilisé la force, les coups de force, les intimidations, les arrestations. Absolument. Alors, je ne sais pas comment une élection, elle a gagné. Avec un candidat du consensus, ce qui était voulu à un certain moment par certains, avec Ali Deri qui a été mis en prison. C'est une erreur. Et ceux qui disent, Ali Al-Askari, ceux qui disent aussi que le Hirak doit faire aussi son autocritique et doit faire son bilan, qu'est-ce que vous avez à répondre pour ceux qui reprochent au Hirak de ne pas arriver à utiliser sa force quand il y avait des millions d'Algériens qui sortaient? Est-ce qu'on peut reprocher au Hirak ça? Oui, bien sûr, il y a une situation difficile, mais aussi parce que le régime a travaillé pour la division. Et jusqu'à maintenant, il travaille. Dernièrement, on l'a dit, même par rapport à cette élection locale, pour que les Algériens ne tirent pas dessus, surtout si le Hirak continue d'être solidaire ou de rejeter ces élections, parce qu'il n'y a pas d'élection libre en Algérie. Donc, à chaque fois, il a travaillé dans le cadre de sa feuille de route, dans son agenda, aller au présidentiel par la suite à la révision de la Constitution, il impose aujourd'hui toutes les lois, et aussi à des élections législatives rejetées par le peuple, et maintenant il impose son agenda avec les élections locales. Donc il remet en cause totalement la révolution du 22 février. Totalement, il remet en cause les objectifs et les revendications de la révolution du 22 février. Donc le régime n'a pas changé. Donc il faut tout le temps s'organiser, il faut résister. Où est le problème? On a résisté depuis 62. Très bien. Attention, moi je suis du FFS, je suis de l'école Hossein Ahmed, et j'ai travaillé avec lui, et on a beaucoup résisté. Il dit c'est un miracle. Par exemple, le FFS existe en Algérie avec une dictature pareille. Très bien. C'est valable pour toutes les organisations politiques et sociales, et c'est valable pour la révolution du 22 février. Restez avec nous, Ali Al-Askari. Restez avec nous, je reviendrai à vous. On a été rejoint par Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Abdou Semmar, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Khoya Nasser. Marhaba bik. Shalakoum et toutes mes salutations aux téléspectateurs de Maghrébia. Yatek Saha, c'est Abdou, je sais que vous étiez coincé dans la circulation. C'est Abdou Semmar. Exactement, c'est pour ça que je n'ai pas pu prendre le rendez-vous à l'heure exacte. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Abdou Semmar, si on revient un peu sur ce décès de Bouteflika, comment peut-on qualifier son règne, 20 ans à la tête de notre pays, et quelle Algérie il a laissé Abdou Semmar? Bon, la question, elle est importante et longue à la fois. La réponse ne peut pas être courte. Brièvement, le règne de Bouteflika ne peut être qualifié que controversé. Controversé, sulfureux, scandaleux, un règne problématique. Vous savez, 20 ans de pouvoir, c'est toute une génération. C'est même au moins 2 générations d'Algériens. Il y a des jeunes Algériens aujourd'hui qui n'ont connu qu'un président qui était Bouteflika. Bon, ce successeur Tebboune, il est venu dans un contexte un peu particulier. Les 20 ans de règne de Bouteflika, il faudra les décrypter dans une longue séquence. Il y a eu du pire, du moins pire et un peu de meilleur. C'est-à-dire on ne peut pas être radical à 100%. Alors sur le plan économique, il y a eu une amélioration quantitative de la situation du pays. Elle n'est pas qualitative, mais quantitative. Sur le plan économique, il y a eu des infrastructures qui ont été construites. Parce que le baril du pétrole était à $140, Abd. Non, mais naturellement, mais c'est avec cet argent qu'on a construit des choses en Algérie. N'oublions pas il y a eu 2 millions de logements qui ont été construits, 4 millions de personnes ont été logées, il y avait des subventions, il y avait l'enseigne. On a vu une partie de cette richesse, ça s'est ressenti sur l'état du pays. Avant les années 90, quand on compare l'état des infrastructures du pays, la décennie des années 90, la décennie des années 2000, de 2000 à 2010, l'Algérie était totalement différente. Maintenant, le problème de Bouteflika, c'était politique. Politiquement parlant,
Il a failli malheureusement à sa mission. Et à partir de 2014, comme je l'ai expliqué dans une récente de mes interventions, au lieu de se retirer et de préparer le pays à une transition démocratique, malheureusement, il ne l'a pas fait. Et à ce moment-là, l'Algérie est en train de vivre la tragédie du quatrième mandat, qui a commencé exactement avec le quatrième mandat. Donc vous pensez le quatrième mandat... En fait, le bilan, il est très mitigé. Si tu veux, Nasser, il faut faire un livre sur l'histoire de Bouteflika. Il y a eu les 2 premiers mandats, c'est une chose. Le 3e mandat, c'est encore plus compliqué. Mais à partir du 4e mandat, c'est devenu totalement catastrophique. À partir de 2013, le fait qu'il n'a pas voulu renoncer au pouvoir, qu'il n'a pas voulu préparer sa propre succession, le fait qu'il n'a pas voulu d'une transition démocratique, le fait qu'il n'a pas voulu se retirer doucement, on tire les leçons de ce qui s'est passé dans la région avec les printemps arabes, ça a causé énormément de préjudices à l'Algérie d'après. Et on est en train de vivre les conséquences du 4e mandat, parce que le Hirak de 2019 a été, si on veut, le déclic enclencheur, c'est la dégradation de la situation du pays qui a commencé depuis 2014. Le nouveau régime algérien est en train de se structurer ou de réagir en fonction des événements qui ont déjà commencé dans ces salons au sein de lui depuis 2014. Après, je pense qu'il faut rester un peu aussi honnête. On essaie d'être un peu neutre et objectif. Même si les Algériens, on est très émotifs. On est souvent sous l'emprise de l'émotion. On ne peut pas réduire non plus les 20 ans de Bouteflika. D'abord, Bouteflika, on ne peut pas le réduire uniquement à sa présidence. Il ne faut pas oublier que Bouteflika, il a eu plusieurs vies. Il ne faut pas oublier qu'il est déjà au pouvoir depuis l'indépendance du pays. Qu'il a été déjà le plus jeune ministre de l'État algérien après l'indépendance. Cette séquence-là, il faut aussi en parler. On ne peut pas résumer Bouteflika uniquement 128 morts de la Kabylie à sa maladie qu'il a rendue grabataire de 2013 à 2019. C'est une vie, c'est plusieurs vies en une seule. C'est un personnage qui mériterait un film réellement. Dans sa tragédie et dans ses côtés romanesques aussi. Abdou, les conséquences que les Algériens sont en train de vivre, c'est aussi sous son règne. Vous avez parlé d'une situation économique, peut-être beaucoup d'économistes vont vous contredire, Abdou. Quand on voit par exemple des infrastructures, vous avez parlé des infrastructures, on n'a pas un hôpital digne de son nom, Abdou. On l'a vu dans cette crise sanitaire, alors qu'on a eu des milliards de dollars d'entrée. On parle de plus de 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés. On n'a pas une université qui a été classée parmi les meilleures, les 500 meilleures universités au monde. On a eu des milliers de haragas au temps de Bouteflika. Donc, on ne peut pas aussi ne pas voir cette réalité, Abdou Samma. Oui, bien sûr, cette réalité. Je l'ai dit, Nasser, il y a eu une amélioration quantitative, mais pas qualitative. N'oublions pas que la majorité des hôpitaux dans lesquels se soignent les Algériens datent de l'époque coloniale. Ni Boumediene, ni Chadli, ni Zerouel, ni encore Bouteflika en ont réussi dans ce domaine-là. C'est la faillite de l'État algérien depuis l'indépendance. Mustafa Bacha, c'est un hôpital qu'on a hérité du colonialisme. Mayouf, Bab el Oued, Bni Messou, la majorité des grands CHU du pays ont été hérités de l'époque coloniale. Aucun président algérien n'a réussi dans ce domaine-là. Mais quand on analyse un bilan, il faut l'analyser au niveau global, au niveau macro et microéconomique. L'espérance de vie, elle a augmenté à l'époque de Bouteflika. Le niveau de la mortalité infantile, elle a diminué à l'époque de Bouteflika. Il y a eu des choses, les indicateurs du développement humain. N'oublions pas qu'on a été classé parmi les meilleurs pays africains dans la lutte contre l'analphabétisme. Il n'y a pas que des choses négatives, Nasser. Si on fait un bilan, il faut voir une balance. La balance penche certainement vers la fin, vers le négatif, mais dans cette balance, il n'y a pas que du négatif. Pour être tout à fait sincère. Sur le plan économique, parce que malheureusement, il fallait attendre la mort de Bouteflika pour qu'enfin, on ne peut pas lutter maintenant l'argument que tout est à cause de la... Parce que depuis 2019 jusqu'à 2021, les actuels dirigeants algériens, à chaque fois qu'on les critiquait sur la mauvaise gouvernance, ils disaient que non, c'est pas de notre faute, on a hérité des problèmes qui ont été provoqués par Bouteflika. Donc Bouteflika la remettre. Mais réellement, Bouteflika, lorsqu'il est parti du pouvoir en 2019, il a laissé quoi comme pays? Il a laissé un pays qui n'a pas de dette.
Ça, Nassar, il faut le dire, l'Algérie est l'un des rares pays au monde où elle n'a aucune dette extérieure. On n'a même pas $1 milliard de dette extérieure. L'Algérie de Bouteflika, à la fin de lorsqu'il a été chassé du pouvoir, c'est une Algérie qui a des réserves de change. Aucun pays arabe, pratiquement, excepté les pays du Golfe, et très peu, pour ne pas dire aucun pays africain, n'a zéro dette, où il a encore des réserves de change. Réellement, économiquement parlant, il a laissé un pays qui, en 2019, si on avait un régime de compétences et un régime démocratique et qui reflétait la volonté populaire, on aurait pu donner un coup de démarrage et créer un nouveau modèle et aller vers l'avant. Toutes les conditions étaient réunies. Ce qu'on nous dit pas, c'est-à-dire on essaie toujours de faire croire aux Algériens c'est la faute à Bouteflika. Oui, à l'époque de Bouteflika, pendant 20 ans, si tu veux lister les erreurs, les maladresses, les bêtises, les mauvais choix, il y en a eu beaucoup, parce qu'il est resté 20 ans au pouvoir. Mais il faut être honnête aussi, et mettre dans la balance les bons chantiers, les bonnes choses, le recul de l'analphabétisme, le recul de la mortalité infantile, la lutte contre certaines maladies. Il y a eu des indicateurs de développement humain. Le niveau de vie il a augmenté par rapport aux années 90. Il y a eu des choses qui ont été faites. Malheureusement, le grand tort de Bouteflika, c'est qu'il a sacrifié le pays pour son ego. Il était un président qui voulait... Il était égocentrique. Il y a que ceux qui vous diront aussi que on a eu l'exode des diplômés algériens pendant l'ère Bouteflika. Le nombre était très très nombreux. On n'a pas eu même cet exode dans les années dans la décennie noire. Ça c'est faux, Nassar. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Parce qu'à l'époque de Bouteflika, il y a une croissance démographique qui est beaucoup plus importante que les années 90. À l'époque de Bouteflika, on faisait 1 million de bébés par an. Depuis 2016-2017, on fait 1 million de bébés par an. Parce que les conditions de vie des Algériens se sont améliorées, donc on fait beaucoup plus de bébés. Donc le sentiment qu'il y a plus de haraga à l'époque de Bouteflika s'explique par la croissance démographique. Il faut comparer les comparables. L'Algérie d'avant Bouteflika, c'était à peine 30 millions d'habitants. L'Algérie de la fin Bouteflika, c'est 44 millions d'habitants. L'Iran a 45 millions d'habitants. Aussi parce que le manque... s'explique bien, Yanni. Elle peut s'expliquer aussi par le manque de perspective, Abdou Samba, pour cette jeunesse. Khalina Ma'lish, on va essayer de parler du système de Bouteflika, Abdou Samba. Est-ce qu'on a mis fin au système Bouteflika quand on l'a poussé à la porte, bien sûr, pour ce 5e mandat? On ne l'a pas laissé briguer le 5e mandat sous la pression des Algériens de la rue. Est-ce qu'on a mis fin au système Bouteflika ou là on est toujours dans le même système sans Bouteflika? Abdou Semmar? Oui, Nassar, je t'ai entendu en retard, j'ai pas bien entendu la question. Est-ce qu'on parle souvent du système Bouteflika? Est-ce qu'on a mis fin au système Bouteflika, Abdou Semmar, après l'avoir empêché de briguer ce 5e mandat sous la pression de la rue, ou on est toujours dans le même système mais sans Bouteflika? C'est une bonne question, Nasser. Mais il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est que le système Bouteflika. Pour savoir quel est le système d'aujourd'hui. Le système Bouteflika, c'est un système hybride dans lequel il y a un président civil qui n'est pas issu de l'institution militaire et qui a Bouteflika durant ces 3 mandats, il s'est battu pour démilitariser le régime, pour limoger les généraux d'état-major, pour enlever tout faire et pour garder le pouvoir pour lui et son clan. Il est tombé malade, il n'en a pas profité ensuite, Darou alayh l'armée avec Gaye Salah. Le régime d'aujourd'hui, il est totalement différent parce que c'est un régime totalement militarisé. C'est l'armée qui a organisé, c'est l'institution militaire qui a organisé les élections de fin décembre 2019. C'est l'institution militaire qui a pris Tebboune et c'est l'institution militaire qui est en train de dicter la politique pratiquement même économique et sociale, puisque le Haut Conseil de sécurité Lyon, c'est lui qui dicte au président de la République l'agenda. Il faut rompre avec le Maroc. On sait que c'est une décision qui a été préconisée par l'armée. La fin des poursuites judiciaires contre les cadres de l'État, c'est l'armée qui a protesté parce qu'elle a peur des conséquences de la situation économique, de la paralysie économique du pays sur la situation sécuritaire. Là, nous sommes dans un système qui milite. À l'époque de Bouteflika, c'était 50-50 au début, ensuite 70% du pouvoir algérien était entre les mains de Bouteflika et 30% entre les mains de l'armée. Aujourd'hui, il est à 100% entre les mains de l'institution militaire. C'est un régime qui est beaucoup plus militarisé et qui est beaucoup plus brutal.
Et là, il faut dans la balance, je crois que à l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas autant de détenus politiques. Fodil Boumela n'est pas entré en prison. Karim Tabou n'est pas entré en prison. Khaled Drarni n'est pas entré en prison. Le nombre incroyable d'activistes, de militants qui ont fait de la prison aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas eu autant d'emprisonnement à l'époque de Bouteflika? Il y a eu quelques prisonniers politiques à l'époque de Bouteflika, mais maintenant, leur nombre par rapport, si on compare entre les deux régimes, le nombre des détenus politiques actuellement est 10 fois supérieur, si ce n'est pas même 100 fois supérieur au nombre des détenus politiques qui étaient à l'époque de Bouteflika. Pourquoi? Parce que le régime actuel, il est militarisé. C'est un régime 100% sécuritaire. Il ressemble au régime des années 90, avant l'arrivée de Bouteflika. Voilà la différence. Donc, le régime d'aujourd'hui, moi je dirais, il est en train de se venger de l'époque passée. L'armée et l'institution militaire veulent conserver le pouvoir à 100% et ne le partager avec aucune personnalité civile. Très bien. Abdou Sembar, très rapidement, 10 secondes, dernière question. Saïd Bouteflika donc, a été autorisé à jeter un dernier regard sur la dépouille de son frère, que je trouve très humainement est une très bonne chose. Mais aussi de l'autre côté, si on juge Mohamed Abbas, qui est un activiste hirakiste, qui est en prison, il a perdu 3 filles, 3 de ses filles quand il était en prison. Et on ne l'a pas autorisé donc à jeter un dernier regard sur ses filles. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdou Sembar? Très rapidement. C'est scandaleux, très rapidement, c'est scandaleux, c'est indigne, c'est honteux. Aucun détenu d'opinion ne devrait exister dans notre pays. Aucun activiste ne devrait rester encore en prison. La prison n'est pas faite pour les délits d'opinion ou là pour les activistes politiques. C'est honteux, c'est totalement honteux. Mais encore une fois, il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé pendant 20 ans pour qu'on puisse changer réellement notre pays, aller de l'avant. Tant qu'on ne tire pas les leçons, tant qu'on ne fait pas un débat en toute sérénité, avec de la pédagogie, et on ne met pas une balance équitable, on prend le meilleur pour laisser le pire, on ne va jamais avancer et on va se retrouver en train d'affronter un régime encore plus brutal et encore plus dur. Merci à vous d'être avec nous. Merci aussi à mes invités, Khalaf Saïdi qui était avec nous depuis Paris. Merci aussi à M. Ali Al-Askari, coordinateur du FFS, qui était avec nous depuis Alger. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir.